Mes chers collègues, merci de bien vouloir regagner vos places rapidement. Je vais commencer en attendant que vous vous installiez par les excuses et les pouvoirs. Monsieur Loïc Girard donne pouvoir à Madame de Roffignac, Jackie Botton à Marie-Christine Bureau, Caroline Aloé à Jean-Claude Godinot et Jean-Pierre Servant à Madame Valérie Amimois. Mes chers collègues, je vous souhaite bien le bonjour, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, les directeurs des services de l'État, madame la commissaire, monsieur le contrôleur général. Donc, j'ouvre cette session d'hiver et comme vous le savez, donc à cette session seront présentés 7 rapports qui seront soumis au vote pour les premières, deuxième et cinquième commissions techniques. Seront notamment présentées la décision modificative numéro 3 qui nous permettra d'ajuster nos crédits jusqu'à la fin de l'exercice de cette année et un rapport qui précisera les modalités d'exécution budgétaire avant le vote du budget primitif 2026 qui sera proposé, comme l'année dernière, à la session de printemps, et j'y reviendrai dans mon propos introductif. Il sera également proposé un rapport qui concerne les avances de crédit pour permettre de verser aux organismes qui en auraient besoin une avance pour leur fonctionnement pour le premier trimestre de l'année prochaine. Je vous indique également, mes chers collègues, que la motion sur la santé environnementale vous sera proposée à la clôture de cette session, comme d'habitude, vendredi prochain. Je vous ai donc présenté les excuses de nos collègues. Y en a-t-il d'autres, mesdames? Non. Parfait. Ainsi, mes chers collègues, je n'ouvrirai pas cette session sans avoir une pensée fraternelle pour les victimes de la tuerie qui a eu lieu hier à Sydney, en Australie. C'est effroyable. Nous sommes tous bouleversés par des événements de barbarie qu'on voit un petit peu partout. Monsieur le préfet, mes chers collègues, comme vous le savez, cette année encore, nous avons été contraints de repousser le vote de notre budget au printemps de l'année prochaine. Je l'évoquais à l'instant. Il y a en effet beaucoup trop d'incertitudes qui planent pour avoir une vision budgétaire claire, notamment en raison du projet de loi de finances pour 2026, dont le devenir se joue cette semaine, et j'y reviendrai. Malgré cette instabilité politique, malgré les difficultés que nous rencontrons depuis 4 ans déjà, je voudrais dire que nous ne sommes pas résignés et que nous ne lâcherons rien. Bien au contraire, le département a encore fait cette année un travail extrêmement dense et mené des projets essentiels et attendus par les Charentais-Maritimes. Et je voudrais remercier tous les agents du département qui travaillent au quotidien pour le bien des Charentais-Maritimes. Et c'est cette action que je voudrais rappeler aujourd'hui en préambule de notre session, faire un petit retour sur cette année 2025. Car durant cette année, comme durant tout le mandat, le département est allé vers plus de solidarité, plus de proximité et je dirais plus d'efficacité. Cette année, cela s'est traduit par des engagements forts qui prouvent non seulement que nous tenons le choc,
mais que nos actions constituent des réponses efficaces et adaptées face aux crises que rencontre le pays. Alors, quelques chiffres à rappeler pour les illustrer. Tout d'abord, pour l'accompagnement des plus fragiles, nous avons augmenté de 15 millions d'euros notre enveloppe de fonctionnement. Je rappelle, à titre d'exemple, que ce sont près de 70 000 personnes qui ont un droit ouvert auprès de la MDPH. Pour l'insertion professionnelle, nous avons eu de belles réussites avec nos forums pour l'emploi d'abord, puis avec l'expérimentation menée en faveur des bénéficiaires du RSA, qui a permis d'en faire baisser le nombre de 500 par rapport à l'année dernière, ce qui est très significatif. Puis, pour l'accompagnement de notre jeunesse, avec plus 5,2 millions d'euros pour l'enfance et la famille, 12,6 millions d'euros en investissement pour les collèges, 6 millions d'euros pour les actions du plan jeunesse. Pour la solidarité territoriale aussi, avec plus de 35 millions d'euros consacrés aux équipements des communes en 2025. Ce sont plus de la moitié des communes de Charente-Maritime qui ont bénéficié de ce soutien rien que cette année. Avec aussi le plan santé qui a permis l'installation de 62 médecins en zone fragile depuis 2020. Nous avons fêté cette année la 5e année anniversaire de notre plan santé. Puis, pour l'aménagement et le développement du territoire, avec 40,5 millions d'euros pour les routes et ouvrages d'art, avec des travaux essentiels pour l'entretien de notre patrimoine, comme ceux du pont du Brau, et pour l'aménagement du territoire, comme le contournement de Cozes. Avec également l'achèvement du programme La Fibre pour tous, qui a permis de raccorder au très haut débit 100% des communes rurales du département. Engagement pris, engagement tenu. Enfin, pour la sécurité des Charentais-Maritimes, avec 9 millions d'euros pour les centres d'incendie et de secours de Lagor, Jonzac et Saint-Pierre-de-Léron. 11,3 millions d'euros pour le plan digue, avec la réalisation d'importants ouvrages de protection, notamment à Charon et à Rochefort. Et j'en profite pour rappeler que nous serons toujours aux côtés du SDIS pour le soutenir dans ses investissements. Par ailleurs, je me réjouis que les EPCI ont décidé de s'engager dans la même voie. Il y a aussi tout ce que nous faisons en faveur de notre environnement pour sa préservation et sa valorisation, afin que chaque Charentais maritime puisse en avoir le bénéfice au quotidien. Avec notre politique ambitieuse de l'eau, les ENS, le plan arbres et paysages et notre stratégie de circuit court. De la même manière, la santé environnementale est évidemment un enjeu fondamental. Nous allons adresser au Premier ministre une motion du département qui dit nos préoccupations en la matière. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des groupes pour cette rédaction commune et responsable sur un sujet aussi important. Mes chers collègues, l'année 2025 aura donc été une année très riche en réalisations. Pour 2026, nous aurons également d'autres défis fondamentaux à relever, notamment dans la protection de l'enfance, chère Marie-Christine. Nous attendons beaucoup du projet de loi que le gouvernement va déposer au Parlement et nous répondrons présents, bien sûr, avec notre expertise, avec nos dispositifs, parce qu'il s'agit de l'avenir de ces 380 000 enfants qui relèvent aujourd'hui de la protection de l'enfance dans notre pays. Bien sûr, rien ne pourra être fait, mes chers collègues, sans l'équilibre financier de notre collectivité. Toute notre attention pour 2026 doit porter sur l'équilibre financier de notre collectivité. C'est la condition évidemment préalable si nous devons continuer à agir de manière aussi efficace. Ça veut dire évidemment que nous devons être tous agiles car nous naviguons en plein flou. Le flou, c'est le projet de loi de finances. Sera-t-il voté cette semaine? En quels termes? Telle est la question. Quid du DILICO, de la TVA,
de la participation du département à la réduction de la dette publique? Toutes ces questions se posent. Le flou, ce sont aussi les intentions de l'État vis-à-vis des départements. Il n'y a pas si longtemps, on préparait les esprits à leur disparition certaine. Maintenant, le Premier ministre nous adresse une lettre pour nous dire à quel point notre échelon de collectivité est incontournable, au point d'envisager de nous donner encore plus de responsabilités. Mais selon quelle méthode? Selon quel calendrier? Selon quels moyens? Là aussi, la question se pose. Autant de questions qui demeurent sans réponse à l'heure où je vous parle. Donc tout cela nous oblige à une extrême vigilance, à une très grande rigueur dans la gestion des finances du département. Une rigueur toute géométrique pour être solide sur nos bases et pouvoir améliorer tout ce qui doit l'être encore. Et c'est ce que demandent précisément les Charentais-Maritimes. Et nous mettrons encore cette bonne gestion au cœur de l'élaboration de notre prochain budget. Le temps des débats viendra donc, et avec lui, celui des orientations budgétaires et des positions de chacun. Aussi, dans le cadre de la préparation du budget prochain, d'abord, je réunirai les présidents de groupe au début de l'année prochaine, c'est-à-dire avant le rapport d'orientation budgétaire, et une fois que nous saurons ce qu'il en est du PLF, afin que chacun puisse se déterminer selon des éléments de contexte financier transparents et partagés. Puis, puisque nous sommes dans l'inconnu, je vais écrire aux maires pour les inviter à la plus grande prudence dans l'élaboration de leurs projets et le lancement de leurs travaux, et leur demander de patienter jusqu'au vote de notre budget avant d'engager de nouvelles demandes à l'attention du département. C'est une question et une position responsable. C'est tout simplement une marque de respect, celui que nous devons aussi à nos collègues maires qui nous font confiance, ainsi qu'à tous les Charentais-Maritimes. J'en viens à présent à la session aux différentes prises de parole. Alexandre Grenot nous parlera du prix que nous avons reçu pour l'heure civique. Gilles Gay reviendra sur une autre belle initiative, la cérémonie des métiers de l'alimentaire qui s'est tenue ici il y a à peu près 15 jours. Catherine Després reviendra sur l'année 2025 et Corinne Imbert nous présentera la DM3 qui est à l'ordre du jour de nos travaux. Jean-Claude Godinot parlera de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance concernant le financement des EHPAD, expérimentation nationale menée dans 23 départements de notre pays. Sylvie Mercier évoquera la politique d'inclusion numérique. Ghislaine Guillen reviendra sur le déplacement intéressant de la semaine dernière à Saint-Nazaire et nous parlera des travaux sur le Fort Boyard. Et Dominique Rabel parlera de la taxe d'aménagement. Ensuite interviendra Marc Meignier, puis David Baudon, Lionel Paco, Jean-Marc Soubest, Corinne Tourneau, Jean-Luc Marchais et enfin Madame Devaux. Alexandre Grenot. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, chers collègues, Madame, Messieurs, chers jeunes de 3e qui sont actuellement dans nos services pour leur stage cette semaine. Depuis 2021, la Charente-Maritime s'est engagée dans une démarche forte pour renforcer les solidarités de proximité avec un dispositif innovant, l'heure civique. Une idée simple mais puissante, donner un peu de son temps pour aider un voisin, une association ou contribuer à la vie locale, sans autre engagement ni contrainte. C'est bien l'innovation de la démarche. C'est une réinvention du bénévolat pour mieux le soutenir et faire reculer l'isolement. Aujourd'hui, ce dispositif est devenu un pilier de notre politique jeunesse et citoyenneté et un formidable levier intergénérationnel. Il mobilise toutes les générations, des collégiens aux retraités, autour d'une double ambition, rompre l'isolement et recréer du lien social, tout en offrant à chacun la possibilité de s'engager à son échelle. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En Charente-Maritime, c'est 103 communes adhérentes, 4000 volontaires inscrits, 7800 heures civiques réalisées, 1600 actions concrètes, utiles et variées, aide au bricolage, initiation à Internet, courses pour des personnes âgées, visites en EHPAD, autant d'initiatives qui créent du lien et renforcent la solidarité. Nous avons aussi voulu mobiliser les jeunes.
les collèges s'impliquent dans des projets concrets, comme des visites d'EHPAD ou le soutien scolaire entre élèves. Et puis depuis 2 ans, le Forum de l'heure civique fédère tous les acteurs pour partager les bonnes pratiques et préparer l'avenir. Je remercie notre collègue Alexandre Schneider pour nous avoir accueillis cette année à Pont-l'Abbé-d'Arnoul. Cet engagement est reconnu au niveau national. Le 13 novembre, l'Assemblée des départements de France, la Charente-Maritime a reçu le prix de l'innovation, une chance pour la solidarité. Une distinction qui nous honore et confirme notre rôle moteur pour l'engagement citoyen. En Charente-Maritime, l'entraide locale s'affirme comme une véritable force. Des habitants mobilisés, des communes investies et déjà des milliers d'heures solidaires réalisées. Notre ambition est claire, poursuivre et amplifier cette dynamique dans les communes comme dans les collèges. Parce que chaque heure donnée est une heure gagnée pour la solidarité et la citoyenneté. L'heure civique est une réussite collective, continuons à la faire grandir. Merci pour votre attention. Merci Alexandre, effectivement c'est une belle initiative récompensée, ça fait toujours plaisir et merci à tous les bénévoles. Et merci à toi Alexandre. Et aux maires aussi qui se sont engagés dans cette démarche. Gilles Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Nous avons eu l'honneur d'organiser le 1er décembre dans cette maison du département une soirée que nous organisons en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat, mais aussi avec l'ANA, l'Agence nationale Nouvelle-Aquitaine pour l'alimentation. Cette soirée, eh bien, l'idée, c'est de mettre en évidence et de mettre à l'avant et de récompenser nos meilleurs artisans. Alors, ces artisans, on les trouve dans beaucoup de corps de métier, qu'ils soient bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers ou aussi d'autres. Nous mettons aussi à cette soirée-là nos producteurs à l'honneur. Nous avons des producteurs de toutes sortes, je dirais, producteurs, bien sûr, viticulteurs dans notre département, mais aussi des maraîchers et aussi des producteurs des produits de la mer, beaucoup d'ostréiculteurs. Donc nous les invitons effectivement à cette soirée. Il y a un jury qui est passé avant avec l'ANA, l'Agence nationale qui organise ça, et nous les mettons à l'honneur. Alors on en a dans tout corps de métier, et sincèrement, croyez-moi, ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir-faire et qui arrivent toujours à innover. Pourtant, l'alimentaire, ça dure depuis des années, mais ils arrivent toujours à nous faire découvrir des nouveaux produits pour le bonheur de nos papilles, bien sûr. Ces métiers-là aussi, je dirais qu'il faut les mettre en avant parce que c'est beaucoup de travail. C'est des gens, c'est un métier passion, c'est des gens qui ne comptent pas leur temps, des métiers où on se lève tôt, le métier alimentaire. Et tout ça, effectivement, c'est le but de cette soirée. Alors, bien sûr, ils sont très heureux qu'on les récompense, parce que c'est pour ça un trophée que leur remet un diplôme qu'ils puissent afficher dans leur commerce. Et c'est aussi, je dirais, le lieu qui les sensibilise, parce que depuis qu'on fait cette soirée au département, eh bien, je dirais que ça met encore un peu plus, ça les met un peu plus à l'honneur, et ils en sont encore plus sensibles. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est vraiment des choses que l'on continuera dans le temps, c'est vraiment des métiers qu'il faut soutenir et qui sont à la base, effectivement, de notre vie et de notre économie. Donc cette soirée, eh bien, évidemment, elle se termine par une petite dégustation, parce qu'ils nous amènent tous leurs bons produits, et croyez-moi que c'est une soirée très sympathique que l'on a vécue et que l'on continuera à vivre dans les années futures. Merci à vous. Merci Gilles. Excusez-moi, je reviens. Pardon, excusez-moi. Donc c'est maintenant Catherine qui nous fait un retour sur cette année écoulée, presque écoulée. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, la clôture budgétaire de l'exercice 2025 approche et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques constats sur la situation financière de notre collectivité. Tout d'abord, en 2025, nous avons maintenu un budget d'investissement conséquent et même supérieur à celui de 2024. Ce sont près de 139 200 000 d'investissements qui ont été réalisés cette année. À titre d'exemple, je vous donnerai les 40 500 000 en faveur de nos routes et de nos ouvrages d'art. Et également, on a été très présent auprès des collectivités, auprès des communes et de leurs groupements, comme vous le disiez, Madame la Présidente. Et ce sont 21,7 millions qui leur ont été versés et 13,4 millions qui ont été des nouvelles subventions qui ont été votées. C'est donc un total de plus de 35 millions qui, cette année, a été dédié au bloc communal. Nous avons financé ces investissements sans augmenter l'encours de la dette. C'est ce à quoi nous nous étions engagés, de rester dessous la barre des 400 millions d'euros.
Donc, on a eu une gestion qui reste prudente depuis le début du mandat. Notre ratio de désendettement devrait rester à un niveau similaire à 2024, c'est-à-dire en dessous du seuil d'alerte des 10 années. Notre épargne brute, qui traduit donc la capacité de notre section de fonctionnement à financer nos investissements, devrait rester faible, aux alentours de 10%. Je vous rappelle qu'en 2024, il y avait 68 départements qui voyaient leur taux d'épargne brute inférieur à 10%, dont 40 sous le seuil d'alerte des 7%. On sait que la structure des recettes des départements ne leur permet plus d'avoir un budget suffisant, notamment pour l'entretien des routes, des ponts et des collèges, et plus généralement pour remplir leur mission d'équilibre territorial et d'aménagement. Maintenant, pour l'année 2026, on prévoit plutôt des recettes qui vont stagner et voire baisser, comme vous le disiez, Madame la Présidente, à l'exception de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Au niveau des DMTO, on partira sur un taux stable de DMTO. Et autrement, on aura également l'effet ciseau qui va se poursuivre, alors que dans le même temps, on a des besoins qui sont immenses. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant dans la préparation de cet exercice 2026. Mais je crois qu'on n'a pas à rougir de notre année budgétaire 2025. Je vous remercie. Merci. Madame Imbert, rapporteure du budget, va nous présenter la décision modificative numéro 3. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, mes chers collègues. Effectivement, je vous propose de vous présenter le rapport 124 relatif à la décision modificative budgétaire numéro 3. Cette décision modificative est l'occasion, vous le savez, d'ajuster nos prévisions budgétaires au regard du niveau d'exécution de nos dépenses et de nos recettes et des dernières notifications. Elle diminue notre budget principal de 6,84 millions d'euros pour le porter à 1 milliard et 224 millions d'euros. Cette baisse s'explique principalement par l'impact budgétaire de la fusion des sections soins et dépendance dans les EHPAD, les arrêtés correspondants ayant été publiés fin octobre. Nous avons la chance de faire partie des 23 départements qui expérimentent depuis le 1er juillet ce nouveau dispositif pour une durée de 18 mois. Si nous avons la chance d'en faire partie, c'est que nous étions portés candidats, bien évidemment, et nous avons été retenus. Un forfait global unique relatif aux soins et à la dépendance est désormais versé par l'assurance maladie aux EHPAD. Après quelques mois de mise en place, les retours sont positifs pour les familles qui voient leur démarche simplifiée, pour les établissements qui bénéficient d'une revalorisation du point GIR et pour le conseil départemental dont le coût de gestion de l'APA est allégé. D'un point de vue budgétaire, la réduction des dépenses d'APA du département de 14 millions d'euros pour 2025 s'accompagne bien sûr d'une réduction de recettes à la même hauteur appliquée sur une partie du concours APA versé par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie et pour le solde sur la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Par ailleurs, nous avions annoncé lors du vote du budget primitif que nous ferions preuve d'une grande agilité dans notre gestion financière. Cette décision modificative est l'occasion de redéployer des crédits qui ne seront pas consommés, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, et d'ajuster certaines de nos recettes. Ainsi sommes-nous amenés à diminuer nos prévisions en matière de cofinancement attendu, notamment les participations au titre du plan DIG ou du Fonds vert, que nous réinscrirons l'année prochaine. La réévaluation de la croissance de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et donc de notre autofinancement nous permet de le faire. Pour la troisième fois consécutive cette année, nous sommes amenés à baisser notre prévision de taxe d'aménagement pour la porter à 2,7 millions d'euros. Cette diminution peut être absorbée par l'augmentation d'autres recettes, telles que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ou les refacturations des charges de personnel, ainsi que la réduction des dépenses d'acquisition foncière et d'aménagement des cheminements. Enfin, nous proposons d'augmenter une autorisation d'engagement de 245 000 euros en dépenses et en recettes afin de permettre au service archéologie de démarrer une fouille en début d'année, un devis ayant été accepté par un aménageur. Nous clôturons des autorisations de programme et d'engagement, dont la plus ancienne date de 2012, pour un montant de 13,643 millions d'euros, exécutés à hauteur de 13,509 millions d'euros. À l'approche de la clôture de l'exercice budgétaire 2025, je me félicite de la prudence dont nous avons fait preuve tout au long de l'année.
Tout d'abord, nous avions choisi d'être vigilants dans nos prévisions de DMTO en les fixant à 163,7 millions d'euros. Ce montant a déjà été encaissé. De plus, à fin 2025, il restera encore 15 millions d'euros sur notre réserve de DMTO pour financer nos opérations d'envergure à venir. En outre, nous avons d'ores et déjà financé sur notre budget 2025 toutes les subventions que nous avons attribuées en 2025 et nous serons en capacité, contrairement à certains départements, d'honorer les appels de fonds de subvention l'année prochaine. Enfin, au bilan, le montant des provisions constituées pour faire face aux risques financiers identifiés s'élève à ce jour au bilan à 7,3 millions d'euros, ce qui montre que nous sommes prévoyants. Nous préparons actuellement notre budget 2026 en faisant preuve du même esprit de vigilance et de responsabilité afin que notre collectivité conserve des bases financières solides. Je vous remercie. Merci, Madame Imbert. Petit approfondissement de cette question de la fusion des sections soins et dépendance que vient d'évoquer Madame Imbert. Jean-Claude Gaudinot. Oui, effectivement, je vais compléter ce qu'a dit Corinne. Donc, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la complexité de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et l'augmentation des besoins en médicalisation des personnes accueillies a mis en exergue la pertinence d'un financement simplifié. C'est ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a permis à 23 départements volontaires d'opter pour la fusion des sections tarifaires soins et dépendance pour le financement des EHPAD et des USLD. Le département de la Charente-Maritime s'est porté candidat et a été retenu pour participer à cette expérimentation. L'objectif est à la fois simple et ambitieux. Il s'agit d'expérimenter un nouveau mode de financement pour le soin et la dépendance, avec la mise en place d'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien à l'autonomie. Ce forfait unique est en place depuis le 1er juillet 2025 dans les établissements. Il est fixé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et versé par les organismes payeurs de l'assurance maladie. Notre collectivité a donc cessé le versement de l'allocation personnalisée autonomie en établissement depuis cette date pour les bénéficiaires relevant de notre prise en charge, hébergés en Charente-Maritime et dans des départements expérimentateurs. Les établissements ont désormais un seul financeur des soins et de la dépendance. Les personnes âgées et leurs familles n'ont plus de dossier d'APA en établissement constitué et leur participation aux frais de dépendance est un forfait journalier national qui ne fait plus référence à leurs ressources. Notre budget départemental n'a donc plus la dépense de cette prestation en établissement, à l'exception des Charentes-Maritimes hébergés dans un département non expérimentateur, ni les recettes correspondantes de la Caisse nationale solidarité pour l'autonomie. Cette expérimentation montre la volonté du département d'aller vers toujours plus de simplification de fonctionnement et d'amélioration de la qualité de la prise en charge des résidents en EHPAD. Merci, Monsieur Gaudinot. Je passe à présent la parole à Sylvie Mercier concernant la politique d'inclusion numérique. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire général et chers collègues, effectivement, donc Monsieur le Préfet, je tenais ce matin à vous interpeller sur la politique d'inclusion numérique. Donc, depuis l'approbation de notre plan départemental d'action pour un numérique inclusif en mars 2019 et de la feuille de route France Numérique Ensemble en novembre 2024, le département de la Charente-Maritime continue de renforcer son action et ses moyens afin d'agir contre l'exclusion numérique. Avec les structures partenaires, nous œuvrons en ce sens aux côtés de l'État, dont je salue l'investissement dans une démarche collaborative et participative. Grâce à ce partenariat solide, 25 conseillers numériques sont déployés en Charente-Maritime. Cependant, nous savons que les marges de progrès demeurent et nous devons renforcer les efforts et l'efficacité de nos actions pour répondre à un besoin grandissant de la population. Les collectivités sont inquiètes sur la poursuite du financement des postes de conseillers numériques. Notre feuille de route départementale ne pourra être mise en œuvre sans le soutien et la participation active de l'État. Mais je ne doute pas que l'État, qui a fait de l'inclusion numérique une priorité nationale, sera à nos côtés pour nous rassurer.
Nous comptons sur votre détermination, Monsieur le Préfet, pour appuyer cette priorité. Merci. Je laisserai bien évidemment le soin, Monsieur le Préfet, à la fin des prises de parole, d'intervenir sur ce sujet. Petit cadeau de Noël. Ghislaine Guillen, petit retour sur les travaux de rénovation du Fort Boyard et cette visite Saint-Nazaire. Et oui, c'est le feuilleton auquel vous aurez droit à chaque réunion de l'Assemblée départementale, pour le plus grand plaisir de Monsieur Vallée, qui s'en réjouit d'avance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général et mes chers collègues, alors comme vous avez pu tous vous en apercevoir, les travaux du Fort Boyard avancent et ils avancent bien. Donc devant l'urgence, nous avons lancé des travaux sur site dès cet été et vous avez certainement vu récemment dans la presse que la construction des ouvrages de protection avait démarré à Saint-Nazaire. Devant l'urgence, donc nous avons lancé ces travaux sur site et nous étions la semaine dernière avec Madame la Présidente à Saint-Nazaire pour pouvoir être présente sur ces travaux. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton, les travaux consistent en 2 éléments de protection, l'éperon à l'avant et le havre d'accostage à l'arrière. Éléments de protection historiques, car ils étaient déjà présents lors de la construction de ce fort et ont disparu au fil du temps. Ces 2 éléments de protection seront amenés par flottaison jusqu'au fort. Alors pourquoi Saint-Nazaire ? Parce que c'est le seul port maritime de la façade atlantique en capacité d'accueillir des ouvrages de cette dimension. Il faut rappeler que ces ouvrages feront une trentaine de mètres de long sur 10 mètres de haut. Ainsi, nous avons pu visiter la forme de radoub dans laquelle les ouvriers construisent les lits de pose qui seront la base des ouvrages. Je le dis très souvent, c'est un chantier titanesque. Des kilomètres d'armatures métalliques sont façonnés pour créer ces formes. Bientôt seront posées les voiles, comme on les appelle. En fin de compte, ce sont les murs extérieurs des ouvrages. Et ensuite, on remplira de béton les assemblages métalliques. Dès cet été, nous pourrons assister à un moment fort du chantier. Les déplacements du havre d'accostage de Saint-Nazaire jusqu'au port de La Rochelle. Ensuite, le havre d'accostage sera transporté jusqu'à l'arrière du fort à marée haute et il se déposera tranquillement à marée descendante sur le lit qui a été fabriqué pour lui cette année. Je tiens à remercier, et j'ai oublié de vous dire, en 2027, on remet ça. Ce sera pour, en fin de compte, le brise-lame à l'avant, l'éperon. Je tiens ici aussi à remercier les agents de la DML et nos partenaires ETPO, BRL Ingénierie et Architecte Patrimoine pour le travail remarquable qu'ils fournissent autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le chantier du siècle. Merci à vous. Merci Ghislaine pour toutes ces précisions. Dominique Rabel, taxe d'aménagement. Je vais pas être très gentille. C'est Noël là. plus. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, mes chers collègues, vous savez que vous avez dû recevoir une demande de pétition en tant que maire et conseiller départementaux. En effet, l'existence du CAUE 17 comme celle des 92 CAUE en France est aujourd'hui directement menacée par les conséquences de la réforme de la taxe d'aménagement. Cette taxe difficilement mise en œuvre a fragilisé nos missions de service public qui sont essentielles pour les collectivités et tous les porteurs de projets. Donc la crise actuelle provient de la réforme de 2022 qui a modifié le mode de perception de la taxe d'aménagement. Et l'exigence l'exigibilité de la taxe a été décalée à l'achèvement des travaux et l'ensemble du processus a été transféré à la DGFiP. Et cette dernière a également modifié les outils de perception et ce changement entraîne une série de dysfonctionnements
des retards massifs dans les liquidations et surtout un manque d'information des porteurs de projets. Et donc les recettes de la taxe dues aux communes et aux départements, en particulier pour le département pour financer les espaces naturels sensibles et les CAUE, ne sont plus ni collectées ni reversées. Et en Charente-Maritime, en 2024, la collecte de la part départementale a diminué de 47%, et en 2025 également de 58%. Donc l'ensemble des CAUE est directement touché puisque 77 postes au niveau national ont été supprimés et plusieurs CAUE sont en cessation de paiement. 2 d'entre eux ont déjà disparu. Alors en Charente-Maritime, le CAUE doit désormais composer avec une forte incertitude financière qui est susceptible d'entraîner à terme de graves conséquences sur son fonctionnement et le maintien de ses salariés. Alors les collectivités, et c'est pour ça que vous êtes tous concernés, parce que les collectivités subissent également la baisse de la taxe d'aménagement qui les prive d'une ressource qui est toujours destinée à financer des équipements publics et des politiques d'aménagement. Alors pour le CAU 17, c'est depuis près de 50 ans. Le CAUE 17, qui est une association de droit privé, qui est dotée d'une mission de service public, conseille, accompagne et sensibilise gratuitement les collectivités, les particuliers ou les professionnels dans la construction d'un cadre de vie harmonieux, durable et respectueux des territoires. En Charente-Maritime, nous avons une équipe de 15 salariés qui intervient au quotidien sur des enjeux clés: la crise du logement, la sobriété foncière, la rénovation énergétique, la revitalisation de vos centres-bourgs, la renaturation, les mobilités, etc. Et malgré ce rôle d'appui neutre et indépendant, constituant un maintien indispensable de l'ingénierie territoriale, notre existence est aujourd'hui menacée. Donc, les CAUE se mobilisent à travers donc, la Fédération nationale des CAUE, mais je sais qu'il y a l'appui des parlementaires, des associations des départements de France, des maires ruraux, des petites villes de France qui demandent des mesures d'urgence. Et je sais, Monsieur le Préfet, que vous vous mobilisez également pour remonter ces états de fait. Donc, mais malheureusement, sans une intervention rapide, on peut avoir une dissolution de nos CAUE. Donc, à ce jour, on n'a aucune réponse actuellement et donc on a besoin du soutien de tous pour maintenir cette mission essentielle pour un département et pour tous les professionnels et les particuliers. Merci Madame Rabel. J'en viens à présent à une demande d'intervention de Marc Meignier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vais vous faire lecture de la motion auprès du gouvernement en faveur de la santé environnementale dans sa version définitive, puisqu'effectivement nous avons travaillé dessus entre les différents groupes et nous sommes parvenus à un texte commun. Depuis 2018, le registre des cancers de Poitou-Charentes a mis en évidence un nombre anormalement élevé de cas de cancer pédiatrique sur certaines communes de l'agglomération de La Rochelle. Les actualisations annuelles de cette étude et son extension à l'ensemble du département, à l'initiative de la Ligue contre le cancer, font état de surincidence de cancer sur de nouvelles communes et zones géographiques. Bien que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État, les enjeux de santé publique font éminemment partie des préoccupations du département. Le département rappelle qu'il mène depuis toujours des actions importantes pour que les Charentais-Maritimes bénéficient d'un environnement de qualité et qu'il se saisit avec l'ensemble des acteurs concernés des enjeux de la transition écologique, notamment au travers de sa politique de l'eau et de ses engagements pour favoriser une alimentation locale et accompagner l'évolution des pratiques et les filières innovantes. Le département, au travers du suivi du programme Ressources et de son adhésion au syndicat mixte Calise, reste attentif à cette problématique rencontrée sur le territoire rochelais, mais également sur d'autres territoires.
L'efficacité reconnue de ces dispositifs repose sur la synergie des moyens et la mobilisation de l'ensemble des acteurs scientifiques, environnementaux, institutionnels, associatifs et professionnels qui constituent un réseau de compétences reconnues à l'échelle du département, des zones géographiques concernées et de la région. Ainsi, en complémentarité avec d'autres initiatives comme celle de la ville de La Rochelle et la communauté d'agglomération, les conseillers départementaux de la Charente-Maritime demandent au gouvernement de s'appuyer sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, pour surveiller et évaluer les risques sanitaires en développant ses activités de recherche, d'engager résolument la transition agricole de notre pays vers un modèle plus vertueux et durable au bénéfice des agriculteurs, des consommateurs, des citoyens, de leur environnement et de leur santé, en organisant par exemple une convention citoyenne nationale sur le modèle des conventions citoyennes déjà conduites, de commander les études nécessaires à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, pour accompagner et valoriser les solutions alternatives à l'utilisation de produits chimiques de synthèse et appliquer les préconisations qui émanent de cet institut. Il en est de même pour l'Agence nationale de santé publique et l'ARS qui doivent être soutenus plus fortement, afin notamment de conduire des études étiologiques sur les cas mis en évidence par le registre des cancers, d'appliquer le principe de précaution sanitaire à l'utilisation de produits chimiques de synthèse utilisés, entre autres, par les particuliers, l'agriculture, le BTP, et aussi dès l'apparition d'un risque évalué par des indicateurs partagés, d'assurer une préservation des ressources naturelles qui concilie environnement et activité humaine, de travailler avec les parlementaires pour une législation ambitieuse en matière environnementale et sanitaire, notamment sur les règles de mise sur le marché des produits phytosanitaires, de publier dans les plus brefs délais les décrets d'application de la loi du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers. Le département entend également prendre toute sa part dans les travaux de la Commission nationale du débat public concernant la présence de cas groupés de cancer pédiatrique dans la plaine d'Aunis, saisie par Monsieur le Préfet, pour étudier les causes multifactorielles et apporter des réponses aux légitimes interrogations soulevées en la matière. À travers cette motion, et dans la continuité de celle adoptée le 15 décembre 2023 sur la préservation de l'eau, les conseillers départementaux de Charente-Maritime réaffirment leur engagement pour une démarche globale visant à répondre à l'ensemble de ces enjeux sanitaires et environnementaux. Merci. Merci Marc. Monsieur Baudon. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, chers toutes et tous, Madame la Présidente, vous évoquiez dans votre propos liminaire la situation nationale et pour l'illustrer, vous employez un adjectif, l'adjectif flou. Nous ne voyons pas ce qui manque de netteté dans la situation nationale et nous n'emploierions pas le même adjectif. Pour nous, la situation, elle est à la fois inconséquente et désinvolte. Voilà. Et nous sommes tristes de l'ambiance qui règne à tous les échelons. Alors, pour en revenir à la situation plus départementale, vous nous faisiez part effectivement des inquiétudes qui étaient les vôtres. Nous ne sommes pas loin de les rejoindre, mais vous nous permettrez de ne pas être surpris de la situation, puisque nos déclarations qui dataient de février 2023, le procès-verbal en fait foi, traduisait exactement la situation dans laquelle nous sommes 2 ans après. Donc vous nous permettrez d'être pas surpris par rapport à cette situation, et bien évidemment, nous la subissons comme vous. Nous sommes, les 3 cantons qui sont rassemblés dans ce groupe, nous essayons d'être quotidiennement à l'écoute de nos concitoyens, à l'écoute des entreprises et des associations. Je crois que je ne vais surprendre personne ce matin pour dire que je n'avais pas connu une telle ambiance depuis la crise des subprimes.
l'inquiétude des entreprises, et en particulier celle du bâtiment, des travaux publics, est à un tel niveau que la situation est gravissime. La situation est gravissime parce que, en fait, la commande publique n'est plus au rendez-vous. Si j'en crois d'ailleurs les chiffres de la Chambre des métiers et la Chambre de commerce de la Charente-Maritime, les défaillances budgétaires sont en nombre et la situation de la Charente-Maritime s'illustre comme étant la pire de celle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui ont été publiés dans le volet économique de Sud-Ouest. Alors, c'est les raisons pour lesquelles j'aimerais rappeler, nous ne sommes pas en débat d'orientation budgétaire, mais j'entends, je lis les déclarations, et j'aimerais qu'on soit un peu plus sage sur la communication et l'ardeur que vous déployez en faveur de votre passion pour Fort Boyard. Fort Boyard va nécessiter 44 millions d'investissements. Parallèlement, on est tous d'accord pour dire, et c'est le cas de tous les départements de France, nos marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Encore une fois, nous rappelons que nous aurions préféré que nous consacrions le peu de marge de manœuvre que nous avons au profit des dispositifs d'aide à l'investissement. Et malgré les chiffres qui ont été évoqués ici, il est bon de rappeler que le fonds de revitalisation, qui était un fonds d'aide à l'investissement au profit des communes, et qui, année après année, était en capacité de mettre entre 4,5 millions et 6 millions au profit des communes, va être amené à 1 million, 1,5 million. Ça, ce sont les chiffres officiels qui ont été effectivement proposés, enfin présentés lors de la dernière commission. Alors, nous sommes inquiets parce que là, vous voyez, par exemple, l'argent que nous mettons au profit de Fort Boyard, on ne partageait pas votre inquiétude sur la situation d'édifice et on ne partage pas plus non plus le fait d'en faire une priorité. Pour nous, la priorité, c'est l'investissement public de toutes les communes au profit de l'économie locale. Parce que derrière ça, il y a des entreprises, derrière ça, il y a des emplois. Et c'est les raisons pour lesquelles vous aurez beaucoup de mal à nous convaincre sur ce sujet. Voilà. Alors, le propos concernant le projet de loi de finances, moi, à titre personnel, je n'en attends rien, puisque les différentes formations politiques présentes à l'Assemblée nationale sont en capacité aujourd'hui de déployer beaucoup d'énergie, peu de conviction pour défendre des points autour de votes pour des articles qui rassemblent une majorité, et quand il s'agit de voter le texte final, ce pourquoi ils ont voté pour, ils votent contre, tout bonnement pour assurer des contingences qui sont assez désœuvrantes. Voilà, donc je suis inquiet sur ce qui se passe à l'échelle nationale, la transposition à l'échelle départementale, et puis pour ce qui concerne les prises de position de quel pourra être demain l'avenir des départements, considérant que la meilleure des pédagogies, c'est l'art de la répétition, nous avons perdu le contrôle de nos dépenses, on a perdu toute autonomie fiscale, et au regard des prévisions de la Banque de France au sujet de la croissance, je ne vois pas comment il pourrait y avoir, une amélioration des produits de TVA qui pourrait être donnée à notre échelon de collectivité, mais ça concerne aussi l'échelon de collectivité des intercommunalités ou de la région. Et puis pour ce qui concerne la situation de l'immobilier, je suis aussi inquiet, puisque si le nombre de transactions a augmenté en 2025 comparativement à 2024, ce n'est pas l'augmentation des taux prévus en début d'année prochaine qui, me semble-t-il, va permettre d'endiguer les difficultés. Merci. Merci. Lionel Pacaud. Madame la Présidente, Monsieur le Sous-préfet, chers collègues,
Un salut également à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Rochefort qui découvre cette assemblée pour la première fois. Je vais poursuivre le discours de David. C'est vrai que nous sommes dans le flou. C'était à peu près le même discours l'année dernière et je vous avais indiqué qu'on était dans le flou mais également dans la tempête. Je crois que la météo extérieure est plutôt clémente aujourd'hui, mais c'est peut-être justement le calme après la tempête. Car effectivement, on rentre dans une période où de très nombreuses entreprises sur nos territoires, des commerces, nos agriculteurs, beaucoup vivent en ce moment de vraies difficultés. Et si l'heure est grave pour eux, elle l'est également pour nous. Je voudrais surtout appuyer le discours de Dominique sur le CAUE. Le CAUE, on ne sait pas toujours à quoi il sert pour le grand public. C'est quelque chose qui ne parle pas beaucoup, mais pour nous, maires de petites communes, on est nombreux dans cette assemblée, le CAUE, il intervient régulièrement pour nous. Dominique l'a rappelé, gratuitement. Ils assurent l'ingénierie. Si demain, nous n'avons plus le CAUE, comment ferons-nous dans la plupart de nos petites communes? Donc c'est important de leur apporter notre aide et notre soutien. Je sais qu'ils nous écoutent en ce moment. Ils sont relativement inquiets, c'est normal. Désolé, monsieur le préfet, je remets une pièce dans la machine, mais c'est vrai que, vous savez, j'ai souvent défendu ici les services de l'État, mais là, cette affaire, elle est complètement dingue. On n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas un problème financier. Nous avons l'argent, c'est un problème de collecte. On n'arrive pas vraiment à comprendre comment on en est arrivé là. Faut-il prendre une motion également sur ce sujet-là? Mais en tout cas, je voudrais leur adresser tout notre soutien parce que, effectivement, il y a une quinzaine d'emplois en jeu et c'est important. J'adresse également un soutien à nos collègues de Charente Tourisme parce que là aussi, il y a des licenciements économiques, il ne faut pas l'oublier. Mon message, c'est de vous dire tout le monde est touché en ce moment, mais dans ces murs, dans ce bâtiment, il y a également des personnes qui sont touchées et on commence à être réellement dans le dur et la difficulté. On a parlé tout à l'heure de l'aide aux communes. C'est vrai que j'ai participé, sous la présidence de Catherine, à la Pacte 17. 1 million d'euros, c'est pas beaucoup. Et il faut, je crois, le dire, pour l'aide aux communes, les moyens sont faibles. Et à l'heure où on rentre en période d'élection municipale, où chacun va imaginer plein de projets de giratoires, de traverses et autres, je crois qu'il faut le dire, les moyens ne sont plus ceux qu'ils ont été. Il faudra en être conscient et être vigilant dans l'approche des prochains jours. Mais je crois qu'il faut le dire, les moyens sont limités aujourd'hui pour aider les communes. C'est un fait, ce n'est pas une critique, mais il faut en tenir compte. Et dans cette période de disette, la dernière fois, nous avions eu un petit échange sur l'échangeur d'Angoulins. J'ai vu que ça ressortait dans la presse et qu'on allait... David Alfort-Boyard, moi j'ai ce projet-là où je suis vigilant. Je ne voudrais pas qu'on reparle d'un projet à hauteur de 17 millions d'euros qu'on n'est objectivement pas en capacité de financer quand je vois toutes les attentes qu'il y a sur les territoires. Je vous le dis, j'ai reçu de très nombreux appels de maires qui, depuis 20 ans, 25 ans, attendent des projets sur leur territoire. Donc attention, il va falloir être encore plus vigilant. Les finances de notre collectivité, on va devoir faire encore plus attention que l'année dernière. Merci. Catherine Després a demandé la parole en réponse. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste faire une petite précision sur les crédits qui ont été votés sur cette année 2025. On avait voté 7,4 millions pour rattraper, pour payer tout ce qui avait été voté antérieurement et qui n'avait pas été versé. On a voté 4,8 millions pour les dossiers de la revitalisation, donc des dossiers 2024 qui ont été faits, qui ont été versés, votés et versés en 2025, et 1 million effectivement pour la Pacte 17. Donc ça ne fait pas qu'1 million voté cette année, il y a eu donc 4,8 plus 1 million pour les dossiers 24-25. Précision importante. Merci Catherine. Corinne Etourneau. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, chers collègues, nous avons su trouver des millions d'euros pour restaurer Fort Boyard, un symbole patrimonial de notre département,
Bien sûr, préserver notre histoire est important. Mais si nous sommes capables de sauver de vieilles pierres, nous devrions être aussi capables d'assurer un accompagnement digne à nos aînés. Aujourd'hui, nos EHPAD et nos services d'aide à domicile sont en grande souffrance. Ils manquent cruellement de moyens. Ce sont nos aînés et leurs familles qui paient le prix de cette insuffisance. Et demain, ce sera nous. Nous faisons face à une situation alarmante. Les EHPAD et les services d'aide à domicile sont sous-financés depuis des années et cela met en danger nos aînés, nos familles et des structures déjà fragilisées. Dans les EHPAD, les conséquences sont visibles. Des équipes épuisées, faute de personnel suffisant, une qualité de vie qui se dégrade pour les personnes âgées et des familles contraintes de compenser financièrement ou de renoncer à des solutions adaptées. En ce qui concerne les services d'aide à domicile, voici un chiffre qui parlera à tous. Le tarif horaire de l'APA est fixé à 27,30 € pour l'année 2026. À cela, s'ajoutent les 3 € de participation des usagers, alors qu'une heure d'intervention d'une aide à domicile coûte en moyenne 33 € au service. Mais qui paie cette différence de 3 € par heure? Eh bien, les services habilités avec leurs fonds propres. Or, la majorité des structures n'a plus les moyens financiers. Ce décalage fragilise encore plus les services. Les risques sont majeurs. Pour nos aînés, isolement, maltraitance involontaire, perte d'autonomie accélérée. Pour les services, déficit chronique, fermeture de services habilités, licenciement, disparition d'un maillage territorial essentiel pour tous. Pour la société, un coût humain et social bien supérieur aux économies réalisées. À cela s'ajoute le mécontentement croissant des professionnels et des structures qui se sentent abandonnées. Ce climat de tension met en péril la continuité et la qualité des interventions. Vieillir est une étape de la vie qui mérite respect et moyens. Investir dans ces services n'est pas une dépense, c'est un choix de société, un devoir moral. Nous devons revoir nos priorités et allouer des moyens supplémentaires pour garantir des conditions de travail décentes pour les professionnels, une prise en charge digne pour nos aînés et la pérennité des services habilités sur tout le territoire de la Charente-Maritime. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le devoir de le faire. Ne laissons pas la dignité humaine dépendre d'économies budgétaires. Engageons-nous ensemble pour que nos aînés soient respectés, protégés et accompagnés comme ils le méritent. Je vous remercie. Merci. Monsieur Marchais. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, chers collègues, mon intervention fera écho à celle déjà faite par Dominique Rabel et Lionel Pacaud. Mon propos aujourd'hui s'attachera à interroger l'action de l'État face à l'asphyxie progressive des politiques pourtant essentielles menées par les communes, les intercommunalités et le département, résultant de l'effondrement des rentrées fiscales liées à la taxe d'aménagement. Il ne s'agit plus aujourd'hui de lancer une nouvelle alerte. Cela a été fait sans discontinuer depuis plus d'1 an par les élus, leurs associations, par Stéphane Chedoutot au titre des ENS, par Dominique Rabel pour le compte du CAUE, par notre sénatrice Corinne Imbert à l'occasion d'une question au gouvernement en avril dernier. Il s'agit maintenant de gérer les conséquences désastreuses de cette ordonnance de juin 2022 qui a transféré à la Direction générale des finances publiques la gestion et la perception de la taxe d'aménagement. Cette perception se passait jusque-là sans problème, de manière automatique. Alors, je pense qu'il n'est pas inutile de remettre les choses dans leur contexte. 2022, pour un élu comme nous le sommes, c'était hier, mais à l'échelle d'un Premier ministre, ça paraît être une éternité. Un petit rappel, on était au lien entre l'arrivée d'Elisabeth Borne et le départ de Jean Castex. Comme si la suppression, depuis 2017, des différents impôts locaux à la main des élus, la taxe d'habitation en particulier, avec des compensations plus ou moins pérennes versées par l'État, ne suffisait pas, cette nouvelle réforme est un vrai coup de massue. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Pour une commune que je connais bien, la taxe d'aménagement représentait 15 000 € en 2021, 15 000 € en 2022, puis 9 000 € en 2023,
3 000 € en 2024, 2 000 € en 2025. Bussac a donc perdu 31 000 € en 3 ans. J'imagine ce que nous aurions pu faire avec cette somme, mais les besoins ne manquent pas. Fait du hasard, vendredi dernier se tenait ici, au département, 2 réunions, un conseil d'administration du CAUE et une 3e commission, avec un ordre du jour consacré au financement des espaces naturels sensibles. De chaque côté, la même inquiétude. Je ne vais pas revenir sur l'action du CAUE, acteur essentiel dans l'accompagnement des projets d'aménagement. Et ce qui était hier un levier précieux pour une meilleure gestion du territoire et une meilleure cohésion sociale se trouve aujourd'hui fragilisé et risque de disparaître si des mesures concrètes ne sont pas prises. On peut aujourd'hui regretter la mise à contribution du CAUE l'an dernier à hauteur de 1,5 million pour le financement du Fort Boyard. Parallèlement, les espaces naturels sensibles qui bénéficient également du financement de la taxe d'aménagement sont confrontés à une situation de plus en plus précaire. Ces espaces qui jouent un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité, dans la lutte contre le changement climatique et dans l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens risquent de voir leur gestion et leur animation fortement réduites. Nous connaissons tous l'importance de ces sites dans l'attractivité de notre département, mais aussi dans la sensibilisation du public aux enjeux écologiques. L'absence de financement met en danger l'entretien et l'animation de ces espaces, le renouvellement des contrats d'animation et la mise en œuvre d'actions de préservation nécessaires. N'ayons pas peur des mots. Nous sommes à la veille d'un vrai plan social, autant du côté du CAUE que du côté des espaces naturels sensibles. Des contrats ne seront pas renouvelés en 2026. Les conséquences de ces difficultés ne se limitent pas à des préoccupations financières ou administratives. Elles affectent directement notre capacité à mener à bien des projets ambitieux sur notre territoire, à préserver la qualité de vie de nos habitants et à respecter nos engagements environnementaux. Face à cette situation, il est impératif d'agir. Nous devons envisager ensemble des solutions pour sécuriser le financement de ces services qui mènent des politiques essentielles depuis plus de 50 ans. Je terminerai par 4 questions. Est-ce que le gouvernement a prévu de revenir sur cette ordonnance de 2022 ? Est-ce que la DGFiP a envisagé d'engager les adaptations nécessaires pour rendre efficiente la collecte de la taxe d'aménagement ? Est-ce que les sommes qui n'ont pas été perçues depuis 3 ans, faute de déclaration des usagers, sont définitivement perdues pour les collectivités ? Est-ce que le département, dans un contexte budgétaire tendu, a défini une stratégie de soutien au CAUE et aux agents qui assurent l'animation des ENS ? Je vous remercie. 2 sujets importants. Dominique Rabel, puis Stéphane Chedoutot. Et enfin, Jean-Claude Gaudinot a demandé la parole. Oui, Dominique. Oui, effectivement, on est touchés tous les deux, Stéphane au titre des ENS et moi au titre de présidente du CAUE. Alors, je voulais évoquer ce qu'on a, la subvention, ou le versement qu'on a fait d'1,5 million au département. Effectivement, c'était en 2022 et nous n'avions absolument aucune inquiétude sur la perception de la taxe habituelle. Et nous avions une réserve au CAUE qui était de 4,5 millions pour un budget annuel de 2 millions. Donc, on avait 2 ans de trésorerie, ce qui n'est pas normal pour une association. Et à l'époque, c'était vraiment tout à fait normal qu'on se dise, tiens, on doit soutenir un projet départemental, en plus un soutien à un monument historique. Voilà, ça a été vraiment un concours de circonstances après qui a fait que on n'a plus perçu cette taxe. Mais à l'époque où on l'a fait, effectivement, il y avait aucune raison qu'on ait une diminution puisqu'elle était perçue depuis des années sans problème. On perçoit chaque année, on percevait entre 2 millions et 2,3 millions de taxes d'aménagement. Et là, ça a été extrêmement brutal, la diminution, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 46%, puis de 58%. Voilà, c'est pour ça.
Stéphane Chedoutot. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs. Pour venir sur ce point, effectivement, qui nous anime tous, il y avait une loi célèbre qui s'appelait la loi 3D sur la décentralisation. Et bien, en ce qui concerne la taxe d'aménagement, il y a aussi 3D qui s'appelle désenchevêtrement, désorganisation et dislocation. Je m'explique. Sur le désenchevêtrement, alors on n'est pas en 22, on est en 2019. C'est une circulaire du Premier ministre de l'époque qui, effectivement, veut simplifier l'État, veut revoir les rapports entre collectivités territoriales et État, donc être efficient, efficace, performant, enfin voilà, tout y est. Et puis derrière, décret, arrêté, redécret, enfin, voilà. Et on arrive, comme l'a décrit Dominique, à une situation où, même si effectivement il y a des constructions à la baisse, pour autant le produit s'est effondré, moins 50% en 24, moins 50%, je l'arrondis, hein, moins 50% en 25, et donc aujourd'hui on fait même pas 3 millions de taxes d'aménagement, et avec ça il faut faire bouillir la marmite pour l'ensemble des politiques. J'ajouterai quand même la mobilité douce pour Stéphane, concernant les cheminements, donc CAE, ENS et donc mobilité. Ça, c'est pour le désenchevêtrement. La désorganisation, ben effectivement, on a pu avoir une réunion très éclairante, enfin oui, éclairante, oui, il faut le dire quand même, avec le directeur départemental des finances publiques du département. Donc, on a fait référence à Citadel, à Plateau. C'est des applications informatiques. Je vais être très rapide. On ne sait pas où sont nos petits. On ne sait pas où sont nos petits. Ni la DDFIP, ni Paris. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué, effectivement, de reprendre le fil. Et je te rejoins, Jean-Luc, je ne suis pas persuadé qu'on arrive à tout encaisser, malgré, effectivement, les propos rassurants, et je l'en remercie de Monsieur Le Suc sur cette question. Donc, ce qui est vrai, c'est que sur l'année 2025, a été mis en recouvrement 3 millions de produits de taxes d'aménagement au 15 décembre 2025, qui concerne à la fois les intercos, les communes et les départements. Bon, pour faire simple, sur les 3 millions, il y a 1,5 pour nous. Donc, mais bon, là encore, faut-il l'avoir encaissé pour le percevoir, le recevoir. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule, la désorganisation. Et j'en viens à la dislocation, puisqu'effectivement, c'est des politiques très fortes. C'est des politiques qui sont territorialisées avec des engagements forts sur ces territoires depuis, on a fêté il y a 2 ans les 50 ans des ENS. Je ne sais pas si on fera encore 50 ans, enfin j'espère qu'on le fera, mais clairement ça met en difficulté tout le réseau d'acteurs locaux, qu'il s'agisse de collectivités, de PCI ou d'associations, et clairement, et comme j'ai pu le dire lors de la dernière commission, la 3e, on est obligé de faire une pause sur 2026, sur des contrats nouveaux. Il n'y aura pas de contrat nouveau, il n'y aura pas d'engagement financier engageant le département pour 26, sachant qu'on paye avec une année N+1. Par contre, et je l'ai dit de la même façon, le département fait ce qu'il peut, et notamment à travers des virements, des décisions modificatives. Il y a eu 4 millions du budget principal sur 25, et on remet 4 millions sur 26. Donc, ce qui va permettre quand même de soutenir la plupart des acteurs de terrain, mais on est obligé effectivement de ne pas recréer de la dette qui nous engagerait et pour laquelle on aurait les plus grandes difficultés. Voilà. Donc là encore, c'est un sujet très fort parce que, et je te rejoins Jean-Luc, ça met à mal, ça crée de la désespérance, hein, Monsieur le Préfet, aussi sur le territoire. Et si on veut que les acteurs locaux soient maintenus, soutenus, à un moment donné, il faut bouger. Alors, comme le disait ma collègue sénatrice, bon, il y a les propos, et notamment de la ministre de l'Aménagement du Territoire, et quand je lisais la réponse qu'elle a pu faire sur une question orale, on peut s'inquiéter. Voilà. Je ne suis pas persuadé qu'on ait touché effectivement au niveau national la dureté de cette réforme. Grosso modo, c'est 1,5 milliard d'euros qui sont restés dans la poche des pétitionnaires. Et moi, je veux bien qu'on réforme l'État, mais si c'est réformer l'État pour le rendre impuissant ou moins vaillant, ça me pose problème. Voilà, merci. Merci. Stéphane, vous avez rappelé, j'allais le redire, que nous avons versé sur le budget taxe d'aménagement
4 millions d'euros. Et évidemment, dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, nous discuterons des difficultés rencontrées par le CAUE. On ne laissera pas tomber le CAUE quand on ne laisse pas tomber le Fort Boyard. Merci. Jean-Claude Gaudinot. Oui, madame, j'aimerais répondre à ma collègue Corinne par rapport à l'évolution du tarif horaire des SAD. Corinne Etourneau. J'ai dit Corinne qui? Alors, excusez-moi, donc, madame Corinne Etourneau. Je suis allé, j'ai pioché un peu. Donc, tout d'abord, je souhaite que l'on compare le tarif appliqué par nos collectivités avec le tarif plancher. À savoir, en 2025, le tarif dans le département de Charente-Maritime était à 27,01 €. Le tarif plancher national, lui, était à 24,58 €, soit une différence positive de 2,47 $. Même si aujourd'hui, alors ce prix plancher il a été retenu par de nombreux départements, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas connaissance du tarif plancher, mais ce serait à peu près le même. Ce qui voudrait dire que notre tarif horaire de 27 est de 27,28 pour 2026, mais auquel il faut ajouter, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, le financement par dotation complémentaire des mesures salariales, soit 1,10 € de plus, la dotation qualité 3,41 € et l'aide à la mobilité 0,53 pour les kilomètres et les voitures. Donc nous arrivons à un total de 32,32 de l'heure, alors que le tarif plancher national est de 24,58. Donc il y a quand même un effort considérable de la part du département de Charente-Maritime. Oui, donc pour répondre à Madame Etourneau, nous prenons soin de nos aînés. Corinne Imbert. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, chers collègues. Peut-être en complément de ce que vient de dire Jean-Claude Gaudinot, c'est vrai que les trop proposés, on peut toujours juger qu'ils soient insuffisants. Pour autant, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Jean-Claude par rapport au taux réel, en tout cas au coût horaire réel financé par le département. En euros, c'est quand même 2,3 millions d'euros en plus qu'on peut décomposer 1,5 million d'euros en faveur de l'autonomie et 0,8 million d'euros, c'est-à-dire 800 000 euros pour l'enfance. Hein. Donc c'est quand même 2,3 millions d'euros en plus qui sont affichés et financés. À cela, il va falloir ajouter l'effet bénéficiaire. On a une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'APA et du nombre de bénéficiaires de la PCH. Et puis, il y aura également des mesures nouvelles qui pourraient être amenées à être votées. Tout à l'heure, j'évoquais dans mon intervention sur la décision modificative la fusion des sections soins et dépendance. Et je disais que si on avait la chance de faire partie des 23 départements retenus, c'est parce que nous étions très rapidement portés candidats, bien évidemment. Certains départements qui ne l'ont pas fait regrettent aujourd'hui de ne pas faire partie de cette expérimentation. Je pense qu'elle est très positive. Elle a un avantage aussi, c'est clairement, elle va permettre une augmentation du point GIR. Et cette augmentation du point GIR, elle va bénéficier aux établissements. Donc voilà, tout n'est quand même pas négatif. Le contexte budgétaire national est bien sûr préjudiciable hein, aux ambitions de la branche autonomie qui, pour 2026, sera déficitaire. La hausse des besoins, nous le savons, elle est principalement liée au vieillissement de la population. Et nous sommes d'autant plus impactés en Charente-Maritime que la part des personnes âgées de 60 ans est plus importante que la moyenne nationale. La part des personnes âgées de plus de 75 ans est également plus importante qu'au niveau national. Donc cet impact, il pèse plus. Et puis tant mieux, c'est parce que ces personnes soit vivent longtemps en Charente-Maritime, soit choisissent de venir passer leur retraite chez nous. Et je considère que c'est aussi une chance. Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Je dis que parfois, il faut savoir voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Qu'il y a des établissements qui font beaucoup d'efforts. Et j'étais encore dans un établissement pas plus tard que lundi dernier à visiter l'extension qu'ils avaient réalisée avec une salle d'animation. Voilà, il y a aussi des établissements où les personnes âgées sont bien prises en charge.
Et heureusement, et tant mieux, effectivement, et je suis d'accord avec Corinne, c'est la dignité qu'on leur doit. Mais je pense que, au regard des chiffres qu'a donné Jean-Claude et des éléments, cet éclairage budgétaire, je pense qu'on peut aussi reconnaître les efforts que le département fait depuis des années pour justement soutenir les services autonomie et soutenir les établissements. Je connais peu d'établissements qui ont fermé, même si la situation budgétaire est serrée. Et c'est pour ça que là aussi, la fusion des sections soins et dépendance leur facilite en tout cas la gestion financière et budgétaire, leur donne plus de lisibilité. Peut-être un petit mot, si vous le permettez, Madame la Présidente, sur le CAUE, qui a fait l'objet de débats lors de la discussion de la mission concernant les relations avec les collectivités territoriales, mission budgétaire, hein. C'était mercredi dernier au Sénat, plusieurs interventions, notamment de collègues sénateurs, anciens présidents de CAUE, qui ont alerté la ministre, c'était la ministre de la Ruralité qui était au banc. Bon, c'était à l'occasion d'amendements, mais c'était l'occasion d'amener le sujet sur la table. Peut-être que la vision de la ministre de la Ruralité est peut-être un petit peu trop optimiste, je trouve, par rapport à ce qu'aurait pu être la vision de la ministre en charge du budget. Mais j'ai les mêmes inquiétudes et je partage les mêmes inquiétudes et je voulais vous remercier parce que abonder le budget de la taxe d'aménagement sur les crédits du département, c'est aussi à saluer et à rappeler. Merci. Jean-Marc Soubest. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, chers collègues, moi je vais vous parler aussi d'argent, mais je vais vous parler aussi d'arbres et d'aéroports. Un petit événement qui est passé un peu inaperçu, on fait souvent beaucoup de choses en Charente-Maritime et en France, c'est les 10 ans des accords de Paris. Voilà, aujourd'hui, c'est passé quasiment inaperçu et on se préoccupe plus de l'aide de s'adapter à plus 4 degrés qu'à limiter le réchauffement à 1,5 degré, sachant qu'on l'aura presque atteint en 2030. On peut constater que les printemps silencieux sont devenus la norme avec l'effondrement de la biodiversité. Et pour autant, vous le savez, Madame la Présidente, il y a un extrême attachement de nos concitoyens, et en particulier des habitants de Charente-Maritime, à leur biodiversité, en particulier aux arbres. Et donc vous comprendrez bien la stupéfaction et l'émotion des habitants en apprenant que le syndicat mixte aéroportuaire, dont le département fait partie, avait décidé d'abattre des arbres avant le 31 décembre, de découper de près de 600 arbres, 129 arbres abattus et 450 estimés. Près de La Rochelle, près de l'aéroport, ça s'appelle le bois de la Faucherie, qui est une propriété privée. À cela s'ajoute bien sûr la destruction des habitats d'espèces protégées. En somme, un écosystème remarquable qu'il faut une 50aine d'années avant qu'il puisse se reconstituer. Et donc vous comprendrez, Madame la Présidente, et chers collègues, l'incompréhension des habitants qui constatent, et pour certains subissent, l'atterrissage et le décollage de ces avions, 27 000 mouvements par an en moyenne, et à qui le syndicat mixte dit qu'il y a un problème de sécurité aérienne, car il n'y aurait aucune alternative technique pour obtenir la mise en conformité demandée par l'aviation civile. Et vous comprendrez donc, Madame la Présidente, la colère des habitants qui constatent, après des années, les millions d'euros injectés par les collectivités, pour combler le déficit d'exploitation de l'aéroport. Je rappelle que sur la période 2023-2028, c'est plus de 19 millions d'euros qui seront injectés par les collectivités dans un aéroport déficitaire, essentiellement pour subventionner des avions low cost, et qu'ils vont en plus devoir, ces habitants, financer directement ou indirectement les mesures de compensation et d'accompagnement proposées aujourd'hui, c'est-à-dire des plantations d'arbres, d'arbustes et des acquisitions foncières, afin de maintenir, je le rappelle, des vols low cost, puisqu'il ne s'agit pas de fermeture d'aéroports, mais juste de fin de vols commerciaux. Et si on en vient à la question de l'argent, je vous ai entendu les uns et les autres dire que on a des problèmes pour financer les CAUE, et en troisième commission, on a bien vu que ça dépassait les CAUE, mais que la question des ENS était aussi sur le tapis.
À l'heure où, et je remercie les services du très très intéressant comité de pilotage sur la transition énergétique de nos bâtiments, auquel j'ai pu assister, mais qui fait le constat quand même qu'on va devoir investir davantage pour isoler nos bâtiments publics à l'échelle du département et en particulier les collèges. Quand on constate que la région elle-même se désengage progressivement du financement de l'aéroport, moins 70 000 € au budget 2026 par rapport à ce qui était estimé dans les prévisions budgétaires initiales, on peut se demander pourquoi, sans vraiment de discussion, dans le rapport 122 que vous nous présentez, on va financer sans autre débat 600 000 € d'avance pour l'aéroport sur le budget 2026. On remet une pièce dans le jukebox alors que on pourrait débattre, on pourrait avoir un vrai débat sur les impératifs de ces vols commerciaux sur notre territoire. Si vous lisez ou si vous relisez le rapport de la Cour des comptes de 2023, vous avez lu comme moi que c'est une activité qui ne sera jamais rentable. Il faut 700 000 passagers pour qu'un aéroport soit rentable. Et donc, il faut assumer que jamais l'aéroport de La Rochelle ne sera rentable, et en particulier les vols commerciaux. Vous avez lu et vous avez relu comme moi que l'impact touristique était négligeable. 1,03% de la clientèle touristique dans notre département. 15 millions d'euros maximum de retombées, dit la Cour des comptes. Et puis, l'argument majeur que j'ai entendu ces derniers temps, ah oui, mais c'est important pour le désenclavement. Savez-vous combien de pourcents de notre population locale utilise l'avion pour son usage de désenclavement? 6%. On est très très loin d'un aéroport très important pour désenclaver le territoire. Et en plus, puisque je suis aussi élu du territoire rochelais, on a, dit la Cour des comptes, un aéroport dont le projet est en contradiction avec les objectifs écologiques de la CDA. Il représente aujourd'hui 14,5% des émissions de gaz à effet de serre des déplacements du territoire rochelais. Et donc, bien évidemment, sans prendre en compte notamment le développement de l'aviation d'affaires, qui, elle, émet 14 fois plus de CO2 qu'un avion de ligne. Voilà, donc j'aimerais qu'on rouvre ce débat, en rapport, bien évidemment, avec l'émotion qu'a provoqué et que provoquera certainement la destruction d'une partie du bois de la Faucherie. J'ai bien vu votre image de synthèse de l'IA. Elle est remarquable, et on voit bien que le patrimoine, quand il est donné à voir de cette manière-là, donne une image terrible de ce qui pourrait arriver. Moi, l'image terrible qui va être celle qu'on va devoir assumer, c'est la vraie image du bois de la Faucherie dévasté au 31 décembre, ou plutôt au 1er janvier, quand les arbres seront détruits. Moi, je ne l'assumerai pas, mais j'imagine que d'autres l'assumeront. La photo sera terrible. Merci. Merci, Monsieur Soubès. Je laisserai le soin à Monsieur le Préfet de vous répondre sur la question du bois de la Faucherie, puisque des discussions sont en cours. Madame Devaux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur. Mais tout d'abord, je vais aborder un sujet qui est celui de l'Hermione très rapidement, mais au préalable, je voudrais quand même souligner, parce que mon collègue Marc Meignier a présenté très sobrement le texte qu'il défend depuis un certain temps, mais qu'il a défendu un petit peu différemment au sein de la CDA. Je voudrais souligner l'esprit de dialogue et de compromis qui a présidé au sein de nos groupes d'élus respectifs, de la majorité et de l'opposition. On a abouti, souvenez-vous, la session précédente, nous avions deux textes qui s'opposaient et vous avez demandé à reporter le vote pour éviter des oppositions que on considérait comme stériles, puisqu'on peut se rejoindre sur certains sujets. Donc voilà, je voudrais souligner quand même l'esprit de dialogue qui a présidé à l'aboutissement à un seul texte qui, j'espère, sera voté à l'unanimité au sein de notre Assemblée. Un deuxième point, je rejoins une partie des propos de Jean-Marc Soubès sur le fait de discuter au sein de cette Assemblée
de ce qui a quand même alimenté une bonne partie de la presse ces derniers jours, c'est-à-dire le bois de la Faucherie, son devenir. Là aussi, je pense qu'il y a eu un dialogue très important entre les différents acteurs, les différentes collectivités, et sous la direction du préfet qui a, je crois, abouti à une synthèse intéressante. Donc, il semblerait important quand même de porter à la connaissance de nos collègues l'ensemble des discussions et l'avenir de l'aéroport au 31 décembre 2025. Je finirai donc juste sur l'Hermione. Lors de la session précédente, notre groupe vous avait demandé, Madame la Présidente, d'essayer d'anticiper sur l'échéance qui se profilait sur le sort de l'association de l'Hermione. Et bon, évidemment, de manière tout à fait légitime, l'association tente de se préserver, de prolonger la vie de l'association, mais on voit bien que ce qui s'approche, c'est la recherche de repreneurs, voire une liquidation judiciaire. La presse s'est fait l'écho de propositions de différents acteurs, et notamment le Centre international de la mer, par la voix de son président, M. Olivier Poivre d'Arvor. Il y a aussi le directeur de la Corderie, Emmanuel de Fontaigneux. Toutes ces personnes beaucoup de personnes ayant été les fondateurs du projet Hermione. Donc, ils ont une légitimité à faire des propositions. Donc, le président du CIM porte un projet, porte une proposition et demande le soutien des collectivités. Et voilà, notre groupe vous souhaite savoir si vous comptez engager un débat au sein de cette assemblée pour savoir ce qu'on fait à l'égard de l'Hermione, déjà en débattre. Est-ce qu'on veut qu'elle soit rapatriée? De quelle manière? Est-ce qu'on veut accompagner un nouvel avenir de l'Hermione, ou est-ce qu'on la laisse à nos collègues de Bayonne? Et puis, peut-être définir un soutien, puisque déjà, pour rapatrier ce bateau, le CIM demande l'accompagnement des collectivités et a sans doute interrogé le département à ce titre. Voilà, est-ce que vous pourriez nous répondre sur vos intentions ou ce que vous porterez comme intention? Ce que je sais, Madame Devaux, c'est qu'une procédure est en cours et que nous saurons le 28 janvier prochain s'il y a des repreneurs ou, alors, 1, l'association dans son entièreté, 2, le navire, ou 3, solution terrible, la liquidation. Donc, attendons cette procédure. Moi, je n'engage pas du tout le département. Aujourd'hui, vous voyez que les finances sont quand même exsangues, donc je n'irai pas sur ce terrain-là, mais si vous avez d'autres collectivités qui sont prêtes à y aller, pourquoi pas, et sur quelle base? On n'a là aucun élément financier, ni même de faisabilité technique qui soit solide. Merci. Ceci étant dit, Monsieur le Préfet, je vous cède bien volontiers la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs. Quelques points ont été soulevés qui appellent des réponses ou des commentaires de ma part. Le premier, Madame Mercier, concernant l'inclusion numérique. Je suis pleinement d'accord avec vous sur le fait que les 27, je crois, conseillers numériques, ou 25, moi j'avais 27, mais peut-être pas actualisé, jouent un rôle essentiel pour réduire la fracture numérique auprès de nos concitoyens les plus éloignés de cette ardente nécessité de notre vie administrative et sociale. Ces 27 conseillers, ils s'ajoutent aux 36 maisons France Service ou espaces France Service du territoire, aux 394 aidants Connect qui ont été formés à ce stade dans le département, aux 4 fabriques de territoire, dont le Moulin Solidaire à Cercoux, Madame Blanc, aux 2 manufactures de proximité ou encore aux 3 collectivités accompagnées par l'incubateur des territoires dans le cadre de l'accompagnement numérique sur mesure. C'est communauté de communes de Gémozac, la commune d'Anglier et la commune de Cercoux, si je ne m'abuse, là encore. Alors, bien évidemment, d'accord pour joindre ma voix à la vôtre et tenter par tous les moyens de sensibiliser le gouvernement à l'intérêt de ces dispositifs portés par la NCT, parce que si les opérateurs de l'État
sont régulièrement décriés parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ils servent, on doublonne, on crée des machines administratives qui dépensent de l'argent pour rien. S'il y a bien quelque chose qui marche, c'est la NCT, de mon point de vue, dans les territoires. Je rappelle que les engagements financiers de la NCT cumulés, depuis sa création, ici, c'est 70 millions d'euros. Donc on n'est pas sur des actions complètement anodines. Donc complètement d'accord pour joindre ma voix à la vôtre, impatient de mon côté que vous joigniez votre voix à la nôtre pour financer des postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, puisque je rappelle que 50% des femmes qui sont traitées sur le plan strictement social par ces intervenants sont des publics encore inconnus au moment où ils arrivent des services du conseil départemental. Alors, je le dis sans forfanterie, hein, mais moi je crois énormément à ces politiques partenariales dans la conduite des affaires du territoire en Charente-Maritime, qu'il s'agisse de l'expérimentation heureuse de l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA dans le cadre de la contractualisation entre l'État et le département, ou encore dans la conduite de projets d'investissement local qui nécessitent ces cofinancements, aucune collectivité et l'État seul n'ayant que rarement les moyens d'accompagner un projet local. Aussi sur ce sujet, même s'il ne s'agit pas de taxe d'aménagement, mais on y vient, j'aurais un peu peine à parler de l'asphyxie des politiques territoriales par le retrait financier de l'État, quand on prend en compte le fait que depuis 3 ans, c'est jamais moins de 24 millions d'euros qui ont été mis sur la table par l'État dans le cadre de la DSIL, DETR, FNADT, etc. Et que dans un moment où, effectivement, les enveloppes budgétaires de tout un chacun sont extrêmement contraintes, le soutien à l'investissement local est resté vigoureux dans ce département comme ailleurs, au demeurant, et que je n'y vois pas le signe d'une volonté d'asphyxie, bien au contraire. Et les nombreuses inaugurations auxquelles vous nous avez conviés ces derniers mois depuis septembre sont là, je pense, pour en témoigner. Sur le volet taxe d'aménagement, quand on passe en 2 ans de 12 millions de produits à 3 millions, on peut dire que c'est une réforme qui peine encore à produire ses effets attendus. Pour autant, toutes les cartes ne sont pas nécessairement entre les mains de l'État local, mais vous le savez puisque vous avez été reçu par le directeur des finances publiques, vous l'avez dit, qui vous a expliqué la nature des contraintes. Alors, dans la dynamique de perte de recettes, il y a évidemment cette réforme qui peine à produire ses effets, en tout cas ce qu'on voulait. Il y a un sujet d'outils, de mise à niveau des bases qui prend du temps. Le directeur des finances publiques nous l'avait déjà expliqué. Mais je pense qu'à son niveau, même si ces outils ne sont pas des outils locaux, tout est fait pour tenter au maximum de fiabiliser ces bases, de remonter dans l'outil, ce qui permettra demain d'enclencher une taxation plus efficace. Il y a aussi le marché de l'immobilier, qui peut pour une part être une explication, mais ce serait ce serait un faux semblant de vouloir imputer à ce marché de l'immobilier tous les méfaits de la réforme en question. Pour ce qui relève du recouvrement, je pense que c'est de la responsabilité du comptable public, dès lors qu'il a connaissance d'une transaction, de la mettre en recouvrement, toute la difficulté qu'il puisse en avoir connaissance. Mais je ne pense pas qu'il y ait prescription au bout de 3 ans. Le directeur départemental pourra vous le confirmer tout à l'heure. Et de toute façon, il n'y a pas de prescription pour une transaction ou une opération qui n'a pas été déclarée, à mon sens. Mais je pense que Patrice Le Suc sera bien plus capable que moi, Madame Rabel, Monsieur Paco, Monsieur Chedoutot, de vous apporter les précisions sur ce dernier point. Avant-dernier point, parce qu'il y en a un autre, et vous avez interpellé Madame la Présidente sur le fait que, à un moment où les finances du CAE n'étaient pas inquiétantes, vous avez mobilisé la trésorerie dormante de l'opérateur pour financer Fort Boyard. 1,5 million. Il est difficile, je pense, d'imaginer refaire 2 fois la même chose dans le contexte actuel. C'est aussi la raison pour laquelle, à la demande du département, le cabinet du président de la République, lorsqu'il était en déplacement ici, a souhaité s'intéresser au sujet et nous a demandé, je dis nous parce que c'est l'État départemental, mais essentiellement l'État régional, de regarder dans quelle mesure, sans rien prendre à la Charente-Maritime, il était possible d'accroître et d'intensifier le soutien financier de l'État à l'investissement dans le cadre du contrat de plan État-région. Je rappelle qu'à l'origine, il était prévu 3 millions d'euros.
Si on peut monter à 4 millions et demi, je sais que le chiffre de 5 millions fait rêver, mais je ne peux pas m'engager. D'ailleurs, je ne peux pas m'engager à ce stade, mais il y a des pistes quand même pour aller au-delà des 3 millions. Si on récupère 1,5 million en plus, on peut dire qu'on aura peut-être effacé une partie de l'ardoise Fort Boyard qui passe sur le CAUE. Donc c'est en tout cas ce à quoi je souhaite travailler. Et ce en quoi les travaux sont commencés, par ailleurs. Sur la santé environnementale et votre motion, mesdames et messieurs membres du conseil départemental, pas grand-chose à rajouter. Moi, j'entends et je ne peux que m'inscrire dans la logique qui est la vôtre. C'est ce que j'essaye de faire depuis un peu plus de 2 ans. Mais sur la convention citoyenne, c'est évidemment pas un sujet qui relève du préfet de département. J'essaye néanmoins de faire en sorte qu'on puisse bien avoir ce débat public organisé par la CNDP après les municipales sur les sujets santé-environnement. Ce n'est pas une convention citoyenne, mais il y a des espaces de débat qui peuvent être structurés de différentes manières pour essayer de restituer au mieux les attentes de nos concitoyens et surtout regarder leurs propositions, où il y a toujours des choix à faire. Donc, et là, j'aurais peut-être besoin, enfin nous aurons peut-être besoin de votre aide, de l'aide des collectivités, parce qu'autant la CNDP propose des formats de débat ou des formules de débat, autant le coût de la mise en œuvre, il est chez les maîtres d'œuvre. Et les maîtres d'œuvre, je pense que c'est nous collectivement, c'est-à-dire moi puisque je l'ai demandé, mais aussi les collectivités qui souhaiteraient s'y intéresser. Alors, ce n'est pas forcément des choses incroyables, hein. Ça peut être des dépenses de communication, de la mise à disposition de salles, de sonos, mais je pense que si on a tous envie, avec tous ceux qui ont envie d'avancer dans ce domaine, je pense qu'il y a quelque chose à faire collectivement. Je ne reviens pas, parce que j'étais très long la dernière fois sur ce sujet, sur l'étude ExpoScan concernant les cancers pédiatriques. Je ne reviens pas sur les captages d'eau. On a signé entre-temps nos 2 feuilles de route avec les 2 producteurs d'eau potable, Au17, Monsieur le Président, et l'aglo, Monsieur le Vice-président, je ne sais pas s'il est là. Pardon, je ne regardais pas du bon côté, excusez-moi, Monsieur Craval. Donc les choses avancent, se mettent en route. Sur la filière chanvre, le Symbo a délibéré pour accepter de porter les investissements liés à la mise en œuvre du projet, et donc les choses avancent, et 2026 pourrait être une année de concrétisation de cette filière exutoire pour les cultures vertueuses qu'on implantera sur les captages d'eau, enfin que vous implanterez. Et puis la CNDP, j'en ai déjà dit un mot. Sur le bois de la faucherie, alors, il y a depuis des années une non-conformité liée à la hauteur de certains arbres du bois de la faucherie qui place cet aéroport dans une situation dérogatoire vis-à-vis de laquelle il a déjà été plusieurs fois question de mettre un terme à cette dérogation en exigeant la mise en conformité. La dernière en date, c'était 2023, et puis, sous prétexte, en tout cas au vu de l'engagement pris d'essayer de travailler de manière amiable avec les propriétaires du bois en question, vous avez raison, Monsieur Soubès, c'est une propriété privée, on a eu un peu de temps supplémentaire, 2 ans. Ce temps, en tout cas, le terme de ce temps, c'est le 31 décembre de l'année 2025, donc dans maintenant très peu de temps. Alors, contrairement à ce que certains écrivent ou ont pu dire, il n'y a pas d'impatience du préfet de procéder à ces travaux. Non, je sais que vous ne l'avez pas dit, d'autres l'ont dit. En revanche, il y a une détermination que moi je sens très forte de la DGAC à ne pas poursuivre plus loin cette dérogation. Alors on peut se dire, ouais, mais bon, un peu de manif, un peu de pression, ils vont nous réaccorder 1 an, 2 ans, on pourra refaire un inventaire des espèces protégées, on pourra refaire un arrêté préfectoral de dérogation, tout ça va bien se passer. Moi, je suis assez convaincu du contraire. Après, je peux me tromper, mais des échanges que j'ai avec la directrice de la sécurité Sud-Ouest, le directeur national de la sécurité de l'aviation civile, le DGAC, le cabinet du ministre des Transports, le signal que moi j'ai, c'est 31 décembre, on arrête maintenant les dérogations. Du coup, pour que les choses se passent bien et que l'aéroport puisse continuer à fonctionner, il faut abattre 129 arbres, en élaguer un certain nombre d'autres. Sur ce chiffre de 129, la DGAC n'est pas plus disante, ou mieux disante, ou trop disante. Elle reste sur ce protocole de 2024. On a évoqué des chiffres supérieurs d'arbres à abattre, mais c'est un peu lié aussi à l'état sanitaire de ce bois, qui n'est
certains espaces boisés classés, mais pas un bois de grande qualité patrimoniale, de très grande qualité patrimoniale. Un grand nombre des arbres qui le constituent étant des espèces jugées invasives, donc dans d'autres endroits déconseillés à la plantation. Mais je ne veux pas dénigrer le bois en lui-même, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je prends les choses à la légère pour ce qui me concerne. Je pense que c'est le cas de personne. Ces travaux, ils sont encadrés par un arrêté du préfet, dérogation espèces protégées, qui se fonde sur une démarche éviter, réduire, compenser. Je vais pas revenir dessus, c'est un peu technique et c'est vraiment des trucs très précis, mais dans lequel il y a effectivement la plantation de 1500 arbres et 10 000 arbustes favorables à la biodiversité. Ce programme, il est critiqué, jugé par certains insuffisant, fondé sur un diagnostic incomplet. Pour autant, il a été validé par le Conseil national de la protection de la nature. Pas des gens connus pour rigoler avec la biodiversité. C'est relativement difficile d'obtenir un avis favorable du Conseil national de protection de la nature. Et j'ose penser que les experts qui se sont penchés sur le sujet, qui ont fait des réserves, et en tout cas ont émis des conditions, ces conditions étant toutes reprises dans l'arrêté préfectoral, comme on a eu l'occasion de le repréciser lors de notre réunion de vendredi dernier, ce sujet est à la fois réglementairement et sur le plan du respect de la biodiversité au vu des exigences du CNPN fondé. Donc, théoriquement, on peut lancer les travaux. La demande préalable ayant été adressée au maire, celui-ci, s'il décide de signer, ça peut partir. Ça pouvait partir dès aujourd'hui, d'ailleurs. Mais pour que les travaux soient faits, il faut quand même que ça se passe dans de bonnes conditions. Moi, je pense qu'il faut les faire, parce que si on ne les fait pas, c'est 300 000 passagers impactés par an, vous l'avez dit, c'est plus de trafic commercial, c'est peut-être une perte d'attractivité, je ne sais pas la quantifier ou l'objectiver. Par contre, c'est 300 emplois et donc 300 familles qui sont concernées. Je pense qu'on a assez de PSE comme ça en ce moment pour pas s'en mettre un si on peut éviter. Pour qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait dans de bonnes conditions, et pour ça, il faut convaincre que l'émotion populaire, la colère, l'opposition qui s'est manifestée lors de la dernière manifestation, a trouvé des réponses. Alors on ne sera jamais consensuel sur les réponses, on ne convaincra pas tout le monde de signer en bas de la feuille, mais je pense que notre responsabilité collective au vu des enjeux, c'est d'essayer de les conjuguer, l'emploi, l'attractivité, le fonctionnement de l'aéroport, le respect de la biodiversité, les convictions de ceux qui ont manifesté, et de faire des propositions. C'est le sens de ce à quoi on a conclu vendredi dernier, c'est le sens des travaux qui seront conduits cette semaine pour essayer de définir ensemble, État, mais surtout membres du syndicat mixte, dont les collectivités locales et associations de protection de la nature et de l'environnement, LPO Nature Environnement 17, un programme d'action en faveur de la biodiversité qui ne soit pas nécessairement situé sur la propriété en elle-même. Alors, je n'ai pas d'avis sur la photo que vous avez montrée, mais j'étais trop loin pour la voir. Ce que je sais, c'est que plus on s'éloigne, c'est d'abord pas tous les arbres, qu'il y aura de la replantation, qu'il faut 50 ans pour que ça reprenne une forme, on est d'accord, mais plus on s'éloigne de la piste et moins les arbres sont coupés haut. Donc, c'est pas non plus une coupe rase, comme ça aurait pu être le cas en 2017. Alors du coup, l'idée, c'est de proposer des actions qui peuvent aller de la restauration d'habitats favorables aux espèces protégées, que ce soit le grand capricorne ou que ce soit les chauves-souris. Je dis chauve-souris parce que je ne sais jamais si on dit chiroptère ou chiroptère, par contre, je sais qu'on ne dit pas chauve-souris. Du reméandrage de cours d'eau, de la restauration de zones humides. Il peut y avoir plein d'idées. Je pense que nos partenaires des APNE ont plein d'idées. Et derrière, il faut mettre des moyens. Il y aura des moyens de l'État, je l'ai dit, notamment du Fonds vert, qui viendront accompagner ces actions, qui ne sont pas non plus incommensurablement dispendieuses. Il y aura des moyens du département sous le contrôle de Madame la Présidente, le fonds EVA, peut être mobilisé à cette fin. Il est également piloté par la Chambre d'agriculture, donc le message est important, je pense. Et puis, il peut y avoir des moyens de la communauté d'agglo de La Rochelle qui a évoqué déjà la COP territoire zéro carbone. Donc, il y aura des moyens en face des ambitions. Simplement, après, il y a une question de calendrier. Il faut que cette semaine, on aboutisse à un engagement fort qui soit formalisé, où il y ait la signature de ceux qui s'engagent à agir en ce sens, mais on ne va pas monter et mener ce programme en une semaine ou en 15 jours. Ça nécessitera du temps, peut-être un groupe de suivi pour s'assurer que les engagements pris sont bien tenus, associant toutes les parties prenantes. Est-ce que cet engagement il sera suffisamment fort à la fin de la semaine pour convaincre tout le monde
qu'on peut commencer les travaux le 22 décembre ou le 23, ou que sais-je. On est dans une période où quand même ça commence à devenir dur de tout finir avant le 31. J'en ai bien conscience. Et puis il y a peut-être ce temps de concertation supplémentaire qu'il faut se donner. C'est la demande d'un certain nombre des gens qui étaient présents à cette réunion de vendredi. Moi personnellement, si on ne repart pas au calendrier grec, j'y suis plutôt favorable. On a une date de fin des travaux dans notre arrêté préfectoral qui est le 15 février. Cette date, si les travaux sont faits le 15 février, du point de vue de l'arrêté préfectoral, je suis satisfait. En tout cas, il n'y aura pas de souci. En revanche, du point de vue de la DGAC, c'est encore un point à trancher. Le point est soulevé, le ministre est saisi, la DGAC est saisie. Nous attendons qu'ils nous répondent. En attendant, je pense qu'il faut avancer au plus vite et au plus loin et au mieux sur le programme d'action que nous avons évoqué ensemble. Ce n'est pas ma compétence, je ne suis pas obligé de le faire, mais je pense que c'est ma responsabilité que d'être présent à vos côtés, puisque vous êtes aussi, vous, un membre du syndicat mixte, pour essayer de conjuguer ces différents enjeux. Je suis persuadé que c'est possible et qu'il y a un chemin qui est devant nous. Après, à chacun de s'en saisir et de voir jusqu'où il souhaite le parcourir, mais pour moi, il y a toutes les raisons de penser que tout cela puisse se finir dans les meilleures conditions pour chacun. Voilà en quelques mots, un peu long pour le bois de la faucherie, mais c'est un peu l'actualité du moment. Et je m'arrête là, Madame la Présidente. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à vous, Monsieur le Préfet, pour toutes ces précisions tellement importantes. Mes chers collègues, je vous invite donc vendredi prochain, 19 décembre, à nous réunir à 10h ici même, et cette clôture de session sera suivie d'une commission permanente. Les commissions techniques sont invitées à se réunir aujourd'hui à partir de, on va dire, 14h, et la première commission se réunira jeudi 18. À quelle heure, Catherine? 10h. Je vous remercie.